Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons en première partie de Faye, notre Faye national, qui a dévoilé son commando contre la Sierra Leone. On se rappelle qu'il y aura une double confrontation bientôt, les 11 octobre et les 15 octobre. Le 11 à San Pedro et le 15 donc, au complexe sportif Samuel Doe au Libéria à partir de 16h. En deuxième partie de ce temps d'antenne, nous parlerons de l'arrêté portant révision de la liste électorale 2024-2025 abrogée. Et pour terminer, on fera un tour à l'international de la tentative de coup d'État au Bénin. Qu'en est-il exactement? Nous aurons en ligne un de nos confrères qui fera un peu l'état des lieux et la situation en cours en ce moment au pays. Merci d'être avec nous. On démarre maintenant. Merci encore d'être avec nous. C'est vendredi, c'est la dernière de la semaine, mais nos amis sont là. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là. Élisée, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Marius, un plaisir de vous avoir encore ce soir. C'est largement partagé. Bonsoir à tous. Daouda, idem. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout bonsoir chez vous. Faye donc, notre Faye national dévoile son commando pour la double confrontation contre la Sierra Leone. Je rappelle que le premier match aura lieu le 11 octobre à San Pedro sous le coup de 19h. On va regarder donc, messieurs, les différents postes. Regardons donc les gardiens, les défenseurs, les milieux et les attaquants. Élisée Boloubé, votre point. Faye MS a convoqué 25 joueurs, son commando en tout cas pour la double confrontation face à la Sierra Leone, à San Pedro et au Libéria. On note déjà dans ces 25 joueurs-là que je pense ce qu'il y a actuellement de mieux sur la place concernant les éléphants, en tout cas, se retrouve dans cette liste. Et sauf, comme vous l'aurez constaté, on note une absence majeure, celle de notre Adengra national, pour des raisons bien évidentes de blessures, il ne peut pas être avec les autres joueurs. Mais on note aussi quelques retours quand même dans cette sélection. Je pense que la plus grosse surprise, en tout cas pour plusieurs, c'est le retour d'Éric Bailly. Éric Bertrand Bailly. Pourquoi? Parce que ça faisait quand même un bon bout de temps qu'il n'était pas venu, qu'il n'avait pas été convoqué en sélection. Mais pour ceux quand même qui suivent depuis quelque temps la Liga, voient effectivement qu'à Villarreal aujourd'hui, il constitue en tout cas la charnière centrale. Il monte en puissance, il effectue de très bons matchs. Tout comme Nicolas Pepe d'ailleurs, qui n'était pas là lors des dernières convocations. Et alors revient aussi également pour ça. Oui, alors aussi qui revient, qui a entamé une bonne saison aussi avec les Leganés. On a, comme je le disais, Nicolas Pepe aujourd'hui qui reste incontournable dans le dispositif de Villarreal. On a en tout cas quelques retours quand même qui viennent conforter ceux qui étaient déjà là, avec nos brillants jeunes, Amad Diallo et puis Béni Traoré, qui en tout cas lors des deux dernières confrontations ont montré de très bonnes choses. Très bien. Herman, il faut rappeler que c'est en prélude des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc en 2025. Herman. Juste rappeler que parmi les retours, il y a celui de Seko Fofana également. Alors, à l'heure qui revient, Ahmed Junior, Seko Fofana, Nicolas Pepe, Éric Bailly, qui signent leur retour. Moi, je pense que... Est-ce que le tableau est bon, selon vous? Je pense que le tableau est bon. Les Ivoiriens, souvent, critiquent de façon acerbe, souvent, les choix des sélectionneurs. Mais je pense que depuis la touche Faye, on comprend carrément ses choix. On sent une certaine envie à créer un groupe homogène. Il donne des chances à de nouveaux joueurs, enfin des joueurs qui performent aujourd'hui dans leur club. Il leur donne leur chance. Bon, je pense qu'on a critiqué la dernière fois pourquoi il n'a pas fait venir certains. Je crois que ceux qui les critiquaient sont satisfaits aujourd'hui. Marius Kamoué. Il faut dire que cette équipe, telle que nous la voyons composée par notre entraîneur national, nous donne de véritables espoirs pour la double confrontation, tant le 11 et le 15 au stade Samuel Doe de Moronvia et à San Pedro pour le 11 et le 15 au stade de Moronvia. Il faut rappeler qu'au moins, au-delà de tout ce qui a été dit par mes collègues, il y a aussi qu'on a des habitués. Lesquels? Parmi les sélectionnés, Franck Kessié, on a également Yaya Fofana, Seri Jean-Michael, Ndika et j'en passe, qui eux sont vraiment des métronomes qui sont régulièrement appelés en équipe et je pense que leur présence rassure, surtout pour un joueur comme Ndika, aux côtés d'Éric Bailly, d'Odilon. C'est vrai qu'Odilon Kossoni, il n'est pas là. Et il n'a pas été, il est également absent, mais il faut noter aussi l'absence de
de Willy Boli, voilà, qui ne prendra pas part à cette double confrontation. Et il y a Ousmane Diomandé qui vient en défense. Mais on a quand même des éléments compétents. On a un mur, en tout cas. Je pense que si le staff technique arrive à gonfler à bloc ces pachydermes tels que l'équipe nationale est composée à l'état actuel des choses, eh bien, il est évident que la double confrontation sera à notre faveur. Et c'est ce qu'on souhaite. On va regarder donc du côté de San Pedro, ça sera le 11 octobre, et du côté de Monrovia, ça sera le 15, pour avoir la victoire des éléphants, et c'est notre souhait le plus absolu. Messieurs, second point, parlons de la présidentielle 2025. On le sait, l'arrêté portant révision de la liste électorale 2024-2025 a été abrogé. Alors Daouda, est-ce qu'on a les raisons de cette annulation? Avons-nous ces raisons-là? Pour ce que je sais, Christelle, c'est que le lundi 24 dernier, la CEI a annulé l'ouverture de la session des commissaires électoraux locaux destinée à la révision de la liste électorale. Tout à fait. Et donc cette décision signée du vice-président Sourou Kone, le président de la CEI suspend ainsi donc les préparatifs électoraux. En français facile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en prévision de la révision de la liste électorale, la CEI, en fait, convoque les commissaires au niveau local qui doivent venir pour l'organisation des préparatifs des élections. Elle fait de les préparer. Voilà. Mais pour pouvoir le faire, cette convocation, en fait, l'opération ne peut commencer que s'il y a un décret officiel qui a été signé en conseil de gouvernement pour que ça puisse se tenir. Malheureusement, comme ce n'était pas venu, donc la CEI a pris un nouveau arrêté en fait pour abroger l'ancien. Parce qu'on ne peut pas, on parlait de sport tout à l'heure, on ne peut pas convoquer des joueurs tant si on ne connaît pas la date exacte à laquelle on doit jouer. Tout à fait. Mais Dieu merci, pendant qu'on préparait cette émission, il y a du nouveau. Il y a du nouveau, Okay, c'est désormais officiel. Le décret est sorti. Très bien. Donc la révision de la liste électorale pour 2024 aura lieu du 19 octobre 2024 au 10 novembre 2024, soit 3 semaines exactement. Pour permettre donc aux populations d'aller se faire enrôler. Donc c'est le lieu pour chaque Ivoirien, les partis politiques, les associations, d'inviter les uns et les autres à aller se faire enrôler sur la liste électorale. Marius, comme c'était aussi un point de l'opposition, justement, ce point de la liste électorale aujourd'hui. Daouda l'a dit, il y a du nouveau dans le dossier, c'est ouvert. On rappelle les dates, Daouda? C'est du 19 octobre 2024 au 10 novembre 2024. Que pensez-vous de cet agenda-là, Marius Kombo? Bonne nouvelle, j'aurais pu dire, pour les partis politiques de l'opposition qui n'ont eu de cesse d'en appeler à la révision de cette liste. Et je pense que l'heure est venue pour tous les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou pas, de s'engager véritablement à mobiliser justement leurs bases, à mobiliser leurs militants, leurs sympathisants, à aller s'inscrire sur la liste électorale. Quand on sait que par le passé, il y a un certain nombre de partis politiques de l'opposition qui avaient appelé au boycott donc de l'enrôlement sur des populations, de leurs militants sur cette liste électorale. Aujourd'hui, où tout le monde s'accorde à aller donc, à cette élection pour 2025, il est tout à fait indiqué que l'heure est venue de mobiliser les uns et les autres pour une meilleure, j'allais dire, un meilleur enrôlement de leurs militants et de leurs sympathisants, parce que l'élection, ça se joue là aussi. Et pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, nous parlons maintenant de la révision de la liste électorale qui aura lieu du 19 octobre 2024 au 10 novembre 2024. Élisée Boloubeu, est-ce que ces 3 semaines vont suffire à ce que les Ivoiriens puissent aller s'inscrire sur cette liste électorale ou faire des vérifications? En réponse, je citerai le président de la CEI, lorsqu'il a été... Cette question lui a été posée sur une des chaînes de télévision lors de sa tournée en Europe, qui disait « Commençons déjà ». Voilà, je pense que pour moi, c'était une réponse qui est adéquate. Il faut déjà qu'on commence. Maintenant, on est habitué, il y a eu des moments ici où ça a été prorogé, oui, d'un mois et de plusieurs semaines après. Mais déjà, commençons. Il faut qu'on ait une date de démarrage de l'opération, parce que l'opération, elle est essentielle. Et je le dis en regardant vraiment nos compatriotes, pour leur dire que la révision de la liste électorale est cruciale. Il ne faut pas qu'on se dise qu'on attend juste le jour d'aller voter. Ça passe par la révision. Ça passe par la révision. Et aujourd'hui, beaucoup se plaignent. La liste est aseptisée, la liste est remplie de doublons, de ce qui ne va pas et autres. Justement, pendant la révision, l'opportunité, l'occasion est donnée à tout citoyen, même pas aux partis politiques seulement, à tout citoyen lambda, de pouvoir dénoncer si effectivement il estime que la présence de quelqu'un sur une liste n'est pas normale. C'est justement pendant la révision électorale là que ça se fait. Tu dis celui-là ou celle-là ne doit pas être sur la liste parce que. Donc, il ne faut pas qu'on pense que juste le fait d'aller à la révision électorale, c'est un processus qui concerne
seulement les partis politiques, moi je ne suis pas concerné, demain je vais venir, je vais voter. Tu peux penser même que tu es sur la liste et puis il peut y avoir une omission dans le report de cette liste-là qui enlève ton nom. Voilà pourquoi c'est important que tout un chacun aille vraiment prendre part à cette révision électorale-là. Ça va nous éviter beaucoup de soucis. Et je voudrais aussi lancer l'appel aux partis politiques, surtout de l'opposition qui, depuis un certain temps, et moi je partage ça avec eux, la liste a quand même des anomalies. Je pense que le président de la CEI l'a reconnu. C'est un point qui revient à chaque fois que oui, il y a eu des... Je veux dire, il y a des anomalies sur la liste qui ne sont pas le fait du président de la CEI. Il est important de le préciser, mais qui sont une réalité due au fait de ces nombreux processus qui certainement n'ont pas été bien menés depuis 2008 et 2009 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est l'occasion vraiment pour ces partis-là de non seulement les répertorier et puis les rendre publics. Moi je dis, il ne suffit pas juste de dire non, la liste n'est pas normale. Aujourd'hui, là, on a 2 millions de personnes qui ne doivent pas se retrouver sur la liste pour telle raison. On rend ça public. De la manière, ils font des points de presse hebdomadaires, des conférences de presse hebdomadaires pour informer sur la vie de leur politique. Là. Mais c'est le lieu aussi de nous présenter toutes ces preuves-là d'anomalie de la liste et puis de nous dire qu'est-ce qui est mené comme démarche pour que ces anomalies-là soient prises en compte et qu'elles soient rectifiées. Nous, en tant que citoyens, on voit une démarche aussi qui est aussi structurée de cette manière. Ben, nous, on va accompagner cette démarche-là. Pour dire, mais c'est normal que ça soit fait parce que l'objectif, in fine, c'est d'avoir une liste, c'est vrai, rien n'est parfait dans ce monde, mais d'avoir une liste quand même qui se rapproche de la vérité. Et c'est ce que nous tous on veut. Herman Aboua, longtemps demandé donc par l'opposition. Voilà, les dates sont connues. Je rappelle, pour ceux qui se disent, mais c'est quand on vient de prendre l'émission en mars, c'est du 19 octobre 2024 au 10 novembre 2024, soit 3 semaines de révision. Herman, réaction? Je pense que moi, je m'en tiens d'abord au communiqué officiel du président de la CEI qui suspend l'opération de révision de la liste électorale. Maintenant, certainement, certains sont dans les secrets de Dieu pour avoir des nouvelles dates. Moi, je n'ai pas encore la confirmation de cela. Ce que je veux dire par rapport à cela, d'abord, le communiqué qui annonce la suspension de la liste électorale, elle n'est pas de nature à respecter les Ivoiriens. C'est-à-dire? Dans le communiqué, à aucun moment, il n'est avancé la raison de ce report. Enfin, de la suspension. Selon vous, ça manque à cet arrêté-là? À cet arrêté. Donc, cela peut prêter à plusieurs supputations. D'abord, ça, c'est un premier point. Lesquelles, par exemple? Les supputations qu'il peut avoir, c'est que certains vont se dire que... Parce que l'opposition, qu'est-ce que l'opposition réclame? L'opposition demande à ce que la révision de la liste électorale se poursuive jusqu'à 3 mois des élections. Puisque c'est un aspect, Élisée l'a dit, c'est un aspect important. Il demande jusqu'à mi-2025. Mi-2025, il veut dire à quelques mois de la liste de l'élection. Donc je veux dire que ça, lorsqu'on prend du retard, surtout que c'est une liste qui devait être actualisée annuellement, donc de façon plus ou moins permanente, et que ça n'a pas été fait, il faut bien ne pas... Comment est-ce qu'on peut précipiter quelque chose qu'on demande de faire chaque année de façon annuelle et finalement... on veut précipiter cette opération importante-là sur 3 semaines. Je pense bien que... Parce que c'est quoi? La première anomalie de cette liste électorale, c'est par rapport au nombre de personnes, d'électeurs inscrits. On a 30 millions d'habitants. Les experts sur les questions de processus électoraux estiment que pour qu'une liste électorale soit crédible, on doit être à 40% de la population, du nombre d'habitants dans un pays avant de se dire que cette liste est électorale. Ça veut dire que si nous, on a 30 millions d'habitants, la liste électorale devait être à 12 millions d'habitants. On est à 8 millions. On va prendre l'exemple au Sénégal. Au Sénégal, ils sont 17 millions d'habitants. Et il y a 7 millions qui sont inscrits, 43% ils respectent. Tu prends le Ghana, ils sont 34 millions d'habitants. Il y a 17 millions de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Ça fait 50%. Pour continuer cela. Mais une opération qui n'est pas faite chaque année, lui-même l'a reconnu, qui est en non-respect des dispositions constitutionnelles, mais en même temps, quand tu regardes bien les lois de règlement, quand on fait le point alors des dépenses dans le budget, en 2021 et en 2022, il y a des milliards qui sont sortis et exécutés pour révision de liste électorale. Il faudrait que les responsables de cette institution viennent expliquer aux Ivoiriens où est-ce que cet argent-là est. Vous nous dites, Herman, dans votre propos qui est... C'est pas moi qui le dis, ça est dans les lois de règlement. Les lois de règlement... Mais vous avez porté le point. Oui, allez-y. Vous nous dites qu'il y a donc dans la loi de règlement que la révision aurait été faite. Mais c'est exécuté, vous regardez les lois de règlement, c'est comme les lois de finances qui fixent les budgets, donc les lois de règlement qui font le point des budgets exécutés. Et dans les lois de règlement de 2021 et de 2022,
sur les lois de finances qui ont été exécutées, donc adoptées, il y a que dans la rubrique, la ligne qui concerne la liste, la révision de la liste électorale, il y a des montants exorbitants, tenez-vous bien, qui ont été exécutés. Si vous voulez, je donne quelques chiffres. Allez-y, puisque vous commencez, allez-y, allons-y. Ah merci, je vous donne quelques chiffres. Rapidement, on prend la loi de règlement de 2021. Le budget de la révision de la liste électorale de 6,120 milliards de francs CFA a fait l'objet d'une augmentation de 8,865 milliards pour en fin de compte s'établir à 14 milliards. Pour la révision. Entièrement dépensé à 100%. Je prends dans la loi de règlement 2022 le budget de la ligne révision de la liste électorale prévu pour 6,120 milliards de francs CFA. N'a pas changé de montant, mais également exécuté à 100%. Allez-y voir, ce sont les trucs qui sont des finances publiques, c'est connu. Donc, voilà. Mais comme on sait que les populations, pendant que les populations attendent que annuellement, on puisse le faire, puisque la loi le dit, on nous dit qu'on ne peut pas le faire, mais en même temps, on va prendre l'argent pour le faire, on ne sait pas à quoi ça sert. Il faudrait bien qu'on explique ça aux Ivoiriens. Ils ont besoin de savoir si ça a été utilisé pour d'autres fins, qu'on nous explique. Donc pour voici là le problème. Les 3 semaines, pour vous, c'est de la précipitation. Mais c'est de la précipitation. Il faut répondre à ces questions. C'est de la précipitation. Très bien. Élisée, vous aviez un point. Oui, moi, j'écoutais attentivement Herman et puis je voulais réagir. Ben, je ne vais pas revenir sur la loi de règlement et autres, tout ça, parce que je pense qu'il y a des éléments de précision, à mon sens, qui manquent un peu dans le document. Allez-y, lesquels? Il faut qu'on aille peut-être un peu plus loin. Parce qu'il faut déjà comprendre que la loi de règlement, quand on parle de loi de règlement en 2021, en réalité, ça agit sur le budget 2020. Comment ça a été exécuté, c'est justement ça la loi de règlement. Et quand vous regardez 2020, il y a eu une élection présidentielle. Il y a eu le processus, donc il y a eu cours. Donc il y a eu une révision. Voilà, maintenant, pour qu'on est arrivé en 2022, ça aussi c'est des éléments qui restent comme une question. Voilà, pour préciser. Même si en 2021, oui, on va expliquer ça plus tard. Mais là où j'étais un peu, où je voulais réagir, c'est lorsqu'il évoquait la question du délai, qui soit un délai assez court. Il estime que c'est un peu de la précipitation. Voilà, et surtout sur les proportions de 40% qui devaient logiquement, selon les... Avec un exemple, certains pays... il a évoqué certains pays, mais je pense qu'il faut être prudent quand on évoque ça, et puis il faut regarder des spécificités. Allez-y. Le Sénégal n'a pas 26% de sa population constituée d'étrangers. Le Ghana non plus. C'est une spécificité unique à la Côte d'Ivoire. C'est important de le préciser. C'est important. Donc, sur vos 36 millions là, enlevez déjà 26% qui ne sont pas ivoiriens, donc pas concernés par le processus. Donc pas concernés même par le processus. Tout à fait. Et puis, dans le reste qui reste là, enlevez ceux qui ont moins de 18 ans dans le processus. Donc, vous verrez finalement que les 40% que vous êtes en train d'évoquer ne seront même pas 12 millions. Ça ne fera même pas partie des 12 millions. Ça sera même en deçà de ça. Mais soit, si ça devait être le cas, qui est le responsable? Moi, je pense que le responsable, c'est et les citoyens, et les partis politiques, et la CEI en dernière position. Les citoyens, le citoyen, justement, on dit qu'il y a une révision de liste électorale. On dit que quand tu as 18 ans, tu dois aller t'inscrire. Et une des choses, peut-être qu'on ne le précise pas, mais qui pour moi est fondamentale. Est-ce que vous savez que l'inscription sur la liste électorale, ce n'est pas obligatoire, hein? La loi n'oblige pas un Ivoirien à aller s'inscrire sur la liste électorale. Elle devrait l'être selon vous? Non, j'ai dit que si elle était obligatoire, certainement qu'on aura des proportions plus élevées. Mais elle n'est pas obligatoire, chacun est libre. C'est-à-dire, moi, je peux être citoyen et puis le vote en Côte d'Ivoire, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me sent même pas concerné. La loi ne me fait pas obligation d'aller m'inscrire sur une liste électorale. Ça, c'est déjà la première chose. Il faut regarder si dans ces pays qu'il a évoqués, c'est la même chose. Voilà, ça, c'est déjà important aussi. Deuxièmement, comme je le dis, il faut regarder le contexte. Les élections précédentes, les élections passées, depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, on sait dans quelles conditions elles se sont déroulées. Ça crée un désamour des Ivoiriens pour la chose électorale. C'est une chose importante. Donc quand vous lancez la révision comme ça, là, si ça vous semble important et pertinent pour vous, ce n'est pas évident que ce soit le cas pour la majorité des Ivoiriens. Ils ne veulent même plus attendre même parler des effets d'élection parce que pour eux, ça crée une psychose. Voilà pourquoi il est important de commencer dès maintenant à faire de la pédagogie et à rassurer les citoyens sur le fait qu'on va à des élections. Mais ces élections-là, nous vous garantissons qu'elles seront apaisées et transparentes. Et ça, c'est le discours des hommes politiques qui peut amener cette sérénité-là. Et Daouda Coulibaly, vous avez écouté Herman, vous avez écouté Élisée. Sous quel postulat vous abordez la question maintenant? Non, en fait, moi, aujourd'hui, après avoir écouté les deux, il y a une problématique en Côte d'Ivoire. Laquelle? C'est que certains partis politiques de l'opposition veulent se prévaloir de leur propre turpitude. C'est-à-dire, soyez précis, Daouda. Parce que, Christelle, voyez-vous, depuis 2010,
l'opposition en Côte d'Ivoire, une partie de l'opposition en Côte d'Ivoire a passé tout son temps en train de boycotter le processus électoral. On a vu des gens, pendant les élections, aller casser des urnes. Estimant qu'il y avait des irrégularités, c'était leur point. Mais ils ne se sont pas inscrits. Ils disent qu'ils boycottent. Mais malgré qu'ils boycottent, ils vont casser des urnes. Et quand tu passes, après 14 ans, en train de boycotter, ne pas t'inscrire sur la liste, aujourd'hui, nous sommes à l'orée d'une élection présidentielle. Aujourd'hui, tu vas venir te plaindre pour dire non, il faut proroger jusqu'à peut-être 2 mois de... Mi-2025. Mi-2025. Mais techniquement, quand on fait la révision électorale, M. Marius, après, on rentre dans la période des contentieux, où il faut extirper les... Il faut montrer, faire la preuve de ce qu'il y a des gens qui ne sont pas sur la liste et autres, ça fait. et là. Donc finalement, quel temps on aura pour aller aux élections? Mais le contentieux pourrait durer combien de temps, Daouda? Mais justement, si qu'on appelle ça, la révision doit durer pratiquement, pratiquement 1 an, j'ai envie de dire. C'est que peut-être que si la révision doit durer pratiquement 7-8 mois, c'est que le contentieux, lui aussi, va durer 7-8 mois, par paralysie de forme. Si elle finirait, par exemple, en mi-mai 2025, comme sollicité par certains. OK, donc mi-mai 2025, donc du coup, pratiquement vers octobre, là-bas, c'est là, octobre où on doit voter à la présidentielle, c'est là qu'on va commencer à faire le contentieux, sûrement. Donc moi, je veux dire, aujourd'hui, les partis politiques gagneraient à faire le tour des hameaux, le tour des villages, le tour des cités pour inviter les populations à aller voter. Il faut sortir de cette chimère de, comment on appelle ça, de la liste électorale. Maintenant, pour revenir sur la question de... Il y a des irrégularités sur la liste électorale. Mais j'aimerais poser la question. En 2006, on avait combien d'électeurs en Côte d'Ivoire? 6 millions. On sommes en 2024, les derniers chiffres pas de 1 700 000 et poussières. 7 voilà. millions et quelques députés. Voilà. En réalité, ce n'est pas 8 millions, mais c'est par exagération qu'on va. Donc, en 14 ans, on n'a pris que 2 millions de nouveaux électeurs. C'est peu, selon vous? Mais je trouve que c'est très peu. C'est très peu. Et c'est là où je rejoins Élisée quand il dit c'est pas obligé. Ça devrait l'être justement. C'était mon point. C'est pas ça devrait. Est-ce qu'on devrait faire de l'inscription sur la liste électorale un droit, du moins un devoir du citoyen? Christelle, il y a un adage qui dit que les places les plus cruelles en enfer, c'est pour ceux qui, à un moment de leur vie, ont refusé de choisir. Ne pas choisir, c'est faire un choix. Moi, depuis 2010, je ne vote pas. Et vous en êtes fier, Oui, parce que je ne me sens pas concerné par le processus. Est-ce que vous allez me mettre en prison pour cela? Et je pense que beaucoup d'Ivoiriens comme moi ne se sentent pas concernés par le processus électoral. Allez-vous leur mettre une épée de Damoclès sur la tête pour qu'ils aillent voter forcément? Certains partis d'opposition, aujourd'hui, payent cash leur louvoiement d'il y a 14 ans. Herman Aboua, certains partis donc, qui, pendant 14 ans, ont parlé boycott, aujourd'hui, seraient en train de dire, voilà, il y a des problèmes, alors que ça viendrait peut-être d'eux. Comment est-ce que vous réagissez à cela? C'est parce que les législateurs ont bien perçu les inquiétudes, les menaces sur les délais, que les législateurs ont souhaité que la liste électorale, la révision se fasse annuellement. Et ce n'est pas si les gens comprennent ce que ça veut dire, ce mécanisme-là. C'est la première mission de la CEI. Donc, il faut qu'on fasse une pédagogie. En la matière, c'est pas Déjà, fait. même inviter des Ivoiriens à venir en 3 semaines, prendre un décret ou quoi pour qu'ils viennent se faire inscrire sur la liste électorale, c'est montrer son échec, son incapacité à pouvoir nous sortir une liste électorale révisée, actualisée. Les législateurs connaissent tout cela, puisqu'il y aura des contentieux après. Pour gérer, les gars, débrouillez-vous, actualisez la liste électorale annuellement. Mais les gens ne le font pas. Ils attendent toujours à l'aune, comme Daouda le dit, des élections pour venir et inviter les populations. Mais si, Élysée le disait, si les Ivoiriens ont un désamour, qu'on le sait, crucial pour les élections, mais voilà pourquoi on ne doit pas les emmener à se faire inscrire sur une liste électorale en 3 semaines. Voilà pourquoi ça doit être périn, de faire en sorte que ça soit continu, de sorte à les sensibiliser. Mais ce n'est pas fait. Voilà. Et c'est de ça qu'on passe. Voici la première anomalie. Et ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'expliquer à ceux qui veulent tenter de faire croire que les Ivoiriens ne sont pas allés sur la liste électorale, ils n'aiment pas les élections. Non. L'obligation de l'État, là, c'est d'emmener les Ivoiriens
à être sur la liste électorale. C'est une obligation de l'État. Mais c'est une obligation, c'est pourquoi on a mis l'institution, les instruments comme la CEI pour le faire. Mais les gens ne font pas leur travail. Et en plus, l'argent qui est prévu pour ça, on ne sait pas. La loi des finances, là, la loi des règlements là, de 2021, c'est pour justement le budget de 2021. La loi de règlement de 2022, c'est pour le budget de 2022. Et là-dessus, je suis allé voir. Ça, moi, je ne suis pas un expert J'ai une question pour vous, en lecture de loi de règlement ou bien en finance. Mais ça, c'est le professeur Mamadou Koulibaly. Et je ne crois pas que l'éminent professeur qu'on connaît, qu'il ait donné des chiffres comme ça sans tenir compte de leur exactitude ou bien de leur contexte. Il ne faudrait pas. Maintenant, pour revenir rapidement à Élysée, concernant la liste des étrangers, mais les 40% des 30 millions d'habitants, mais au Sénégal, même si ce n'est pas la même proportion que la Côte d'Ivoire, il y a des étrangers là-bas. Au Ghana, il y a des étrangers. Et il y a des mineurs, tout cela au Ghana. Mais on dit, les experts internationaux concernant les processus électoraux disent, pour qu'une liste électorale soit crédible, il faut qu'il y ait au moins 40% des personnes qui sont inscrites dans le recensement de la population. Et en la matière, et ça tient compte des très bien. Voilà, mais en même temps, on parle de la CEI, vous parlez de la CEI. Il y a quand même la représentativité de tous les partis politiques, la société civile. Mais voilà pourquoi, aujourd'hui, même les partis politiques même, qui ont mis la CEI en place et qui sont partis se mettre dans la CEI estiment que la présence des partis politiques gêne. Prenez par exemple Mme Lago Henriette. Son parti politique là existe aujourd'hui, à combien de personnes dedans? Mais elle est représentative de la CEI. Donc voilà, la CEI, depuis des décennies, on a la même modulation de la CEI. Les gens font même le constat qu'il faut changer la CEI. La réforme de la CEI, c'est quelque chose que moi je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on dit sur la CEI, il faut qu'on y arrive. À qui la faute? Nous sommes dans un perpétuel recommencement. À un moment donné, on dit qu'il faut que ce soit le ministère de l'Intérieur. Après, les mêmes personnes disent non, il faut que ce soit les partis politiques et la société civile. On s'assoit, on dit non, on ne veut plus de ça, on veut un autre format. Marius Komoé, à qui la faute? Vous êtes un acteur prépondérant de la société civile. Le mot est lâché. Ouais, parce que vous aimez bien ce mot, je vais l'utiliser pour vous. Alors, votre regard, justement, à qui la faute? Non, mais à dire vrai, la faute, c'est à tous les acteurs. Au niveau de la société civile, pour ce que je sais, le civisme que dirige notre ami et frère Christophe Kwame a régulièrement alerté l'institution de la Commission électorale indépendante sur la nécessité de la révision de la liste électorale annuellement. Et je sais très bien que à la période indiquée, le civisme adresse toujours un courrier naturellement avec un collectif d'organisation de la société civile pour exiger justement la révision de cette liste. Bon, on se demande bien, et on a souvent aussi eu l'opportunité d'écouter le président de la CEI. Qui a expliqué pourquoi il n'arrivait pas à le faire annuellement. Mais il n'avait pas justement, et je l'ai dit sur ce plateau, à expliquer quoi que ce soit. La loi lui fait obligation. Sinon, la loi fait obligation à son institution, parce qu'il ne faut pas rendre le débat personnel. C'est son institution. Donc la loi fait obligation à son institution de réviser la liste électorale annuellement. Eh bien, il faut qu'il le fasse annuellement. Ça, c'est important. Il faut rappeler qu'il avait parlé des tensions budgétaires qui ne permettaient pas justement à ce que... Je l'ai dit. Une des raisons je vous l'ai dit que qui ne permettait pas à ce que c'est nous qui payons. C'est avec nos taxes et nos impôts et ça ne vient pas de l'impôt. Il y a des budgets qui sont exécutés. Merci beaucoup, pourtant, messieurs. il a dit que les budgets sont exécutés. Sur ce point d'exécution des budgets, assurément, on aura un spécialiste de la question à l'effet d'éclairer nos lanternes sur le point qu'Herman a développé. C'est très important. Messieurs, avec votre permission, on quitte la Côte d'Ivoire et nous partons au Bénin. Alors, le mercredi, dans un point de presse à Cotonou, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques a indiqué que les services de sécurité béninois avaient déjoué une tentative de coup d'État. Pour en savoir davantage, nous devons avoir en ligne un de nos confrères, Loris Ounon, journaliste et promoteur du média en ligne Africa Sun TV, qui a au Bénin l'effet d'avoir meilleure explication. Si nous sommes en ligne avec notre confrère, on pourrait l'avoir. Sinon, nous allons commencer directement à en parler sur ce plateau. En attendant, Marius Komoé, votre point. Non, mais on fait l'amer constat de ce que... Encore une tentative de coup d'État. Voilà, c'est ça. À la veille d'élections dans un autre État frère comme celui du Bénin, eh bien... Si il est avéré, pardon. On commence encore à sortir les questions de coup d'État. Bon, là où le bas blesse, c'est que pour une fois, ou pour cette fois explicitement et
clairement identifié, on accuse justement une banque ivoirienne dans cette volonté de deux personnalités d'attenter à la sûreté de l'État au niveau du Bénin. Mais la réaction du président directeur général de cette banque, qui n'est autre que la NCA, nous rassure quant à la culpabilité de son institution, telle que prononcée par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin, c'est-à-dire le magistrat Elon Mario. Comment mettons-nous? Il faut qu'on comprenne une chose qui est assez simple. Hein. Nous avons donc il est en ligne. Nous avons notre confrère, monsieur Loris Ounon. Bonsoir Loris, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir le plateau, bonsoir Abidjan, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors Laurie, j'étais disant que le mercredi dernier, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques a indiqué que les services de sécurité béninois avaient déjoué un coup d'État impliquant des personnalités, donc Olivier Boko, l'ancien ministre, aidez-moi avec son nom, Omeki, Olvas Omeki. Qu'en est-il concrètement ? Alors, pour beaucoup de Béninois ont été surpris de ce mercredi, une tentative de coup d'État. D'accord, mais dans cette personnalité que vous aviez dit, qui sont très proches de l'État, Patrice Talon, notamment son homme de main, Olivier Bocco. Nous avons ici son max gardien, parce que c'est un homme d'affaires qui est justement très au chef de l'État, qui est le bon petit du chef de l'État, par exemple, l'ancien ministre du sport, et puis donc c'est bien qui sera très proche du chef de l'État. Alors oui, allez-y. Formation appliquée. Oui, oui, allez-y, Loris. Alors, donc, je disais, lorsque l'information a fuité sur notre vie, beaucoup d'intérêt, parce qu'on est principal, c'est vrai qu'il y a une relation de traduire entre cette personnalité-là depuis un moment, au point où le ministre a démissionné de ce temps pour occuper la candidature de l'ONU pour les prochaines universités. Vous voyez? Donc, il a sorti du chef des avocats de l'université pour qu'on puisse fixer sur l'activité parce que ces personnalités sont vraiment dans le domaine de la justice. Et on en saura un peu quelques jours sorti du groupe Marie Méthode qui a donné quelques circonstances dans lesquelles ces personnalités ont arrêté. Et évidemment, effectivement, il y a de préparation et qui va se déjouer à la minute au moment Très bien. Alors, chers confrères, il se trouve que la connexion n'est pas très stable entre nous. On essaiera assurément de vous rappeler à l'effet de voir si on pourrait encore vous avoir. Mais déjà, merci pour les quelques éléments de réponse que vous avez bien voulu nous apporter. Merci infiniment. Messieurs. Ok, d'accord. Je vous reçois. Oui, je vous reçois. Vous nous entendez? Très bien. Alors, vous avez expliqué la situation. À l'heure actuelle, aujourd'hui, les avocats d'Olivier Bocco ont dénoncé... On l'a perdu, très bien. Alors, on revient donc sur le point, c'était Marius qui avait la parole. Vous parliez de NCA. On termine avec vous rapidement. Oui, c'est quand même très gênant que le procureur, mettons-nous, en accusant la NCA, avait évoqué de fortes sommes d'argent
se chiffrant à des milliards de francs CFA logés dans les caisses de la NCA qui devraient servir justement à l'opérationnalisation de ce coup d'État, de ce coup de force. Mais dans les faits et au regard de ce que le président directeur général de NCA a produit à la suite donc de cette accusation très grave, on se rend compte que l'individu concerné et qui a de l'argent dans les caisses n'a que 55 millions de francs CFA logés dans les caisses. Et je pense que c'est vrai que le... Juste un correctif, Marius. Oui. Quand on parle de milliards, c'est plutôt ce qui aurait été donné à l'ancien, au commandant de la garde républicaine en charge de la sécurité. Et qui devrait servir à 1,5 milliard. opérationnaliser. Par contre, celui donc, du compte qui est logé en Côte d'Ivoire, du compte d'NCA, c'était plutôt 55 millions. 55 millions. Annoncé par le procureur 105, mais en réalité, selon le démenti d'NCA, il s'agit d'un compte assurance qui a 55 millions. Vous comprenez Voici avec le nous correctif que je voulais l'enquête faire. du procureur n'a pas donné les résultats qu'il a annoncés en parlant d'une centaine de millions et on se retrouve finalement avec une réaction de NCA qui atteste 55 millions. Accuser une banque aussi importante comme NCA qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice depuis l'exercice, depuis la création de cette banque qui est d'ailleurs l'émanation d'une autre banque française en Côte d'Ivoire, rachetée par un Ivoirien, cela nous jette des sueurs froides dans le dos. Très bien. Élisée Boloubé, revenons donc sur le point de ce coup d'État qui aurait été donc préparé par le commandant de la garde républicaine, Olivier Boko, comme l'a dit le journaliste, un très proche du président Talon, ensuite également un ancien ministre des Sports, Omeki Oswald. Comment est-ce que vous réagissez à tout ceci? Ok. Moi, je pense que dans un premier temps, il faut bien situer un peu le contexte. C'est vrai qu'il est situé, mais on n'a pas bien compris un peu. Pour nos téléspectateurs, M. Olivier Boko, dont il s'agit ici, qui aurait été arrêté, est l'alter ego de M. Patrice Talon. C'est un homme d'affaires comme Patrice Talon. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, Patrice Talon, avant de venir aux affaires, est homme d'affaires. Tout le monde, voilà, c'est un homme d'affaires prospère d'ailleurs. Et son alter ego est M. Olivier Boko. Et ce Olivier Boko et Patrice Talon sont associés sur beaucoup d'affaires. Voici une personne, comme on l'aurait appris, qui n'a pas de fonction visible dans la République, mais qui est considérée comme la deuxième personnalité du pays. Le deuxième président, c'est ça? Voilà, Olivier Boko. Et qui marche avec Patrice Talon, et donc qui gère les affaires avec le président Patrice Talon, et qui aujourd'hui est arrêté. Accusé donc de fomenter un coup d'État. Mais déjà, il faut rappeler que depuis quelque temps, Olivier Boko a plus ou moins montré cette volonté-là de succéder à Patrice Talon, parce que le président Patrice Talon arrive dans quelques années au terme de son mandat, à moins de 2 ans au terme de son mandat, du second mandat, donc il ne pourra plus se représenter selon la Constitution. Donc Olivier Boko, bien évidemment, se sent des velléités de succession. Et donc pour certains observateurs, cette velléité de succession affichée par M. Olivier Boko sera aujourd'hui à la base de tous les problèmes qu'il a avec son alter ego, c'est-à-dire Patrice Talon. On sait que Oswald Omeki avait ouvertement affiché son soutien à Olivier Boko, ce qui avait conduit à sa sortie du gouvernement. Donc, ceci étant, on comprend tout de suite qu'il y a des tensions. Voici le point de situation. Voilà, il y a des tensions qui existent déjà. Maintenant, est-ce que les faits qui leur sont reprochés sont avérés ou ne sont pas avérés? Je pense que la suite de l'instruction nous situera. Mais il y a une chose qui est fondamentale à retenir ici. Laquelle? Et voilà, qui est fondamentale à retenir ici, c'est le fait que les acteurs politiques doivent, à un certain moment, nourrir la population de ce qu'on appelle la fiabilité en amitié et en partenariat. Ça veut dire, Élisée? Quand vous regardez un peu dans l'horizon en Afrique ici, Oui. la plupart des rivalités les plus fratricides entre des chefs d'État et certains opposants, la plupart, c'est des proches. C'est-à-dire qu'ils ont été proches à ces personnes-là dans une vie. Et qui commencent à avoir des et qui visées, finalement deviennent les ennemis jurés numéro 1. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Si vraiment le contexte tel que planté et je dis les arguments avancés par certains qui estiment que Olivier Boko, certainement que ses velléités aujourd'hui en train de combattre, je trouve que ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est son droit légitime de vouloir être président, de vouloir aussi gouverner. Maintenant, comme on est dans un processus démocratique où c'est des votes qui amènent des gens au pouvoir, mais si vous ne voulez pas de lui, on prend les dispositions qu'il faut pour qu'au travers des votes, il ne soit pas élu. Mais vraiment, le persécuter, si tant est qu'effectivement, je précise, la persécution a lieu, vraiment, ça ne serait pas une bonne chose pour moi. Herman et Daouda, vos points. Commençons par Herman, rapidement. Ce qui est intéressant, tel que Élisée a présenté la situation au Bénin actuellement, ça veut dire que, pour une fois, les Béninois doivent peut-être se réjouir de voir que ceux qui les gouvernent et contre qui ils ont des critiques sont en train de se marcher
sur les pieds. Pourquoi serait-il satisfait? Mais parce que c'est Élysée qui vient de le dire. Bocco, Olivier Bocco. Bocco. C'est les faits même qui le disent. Bocco. C'est la terre égaux de Talon. C'est proche. comme si aujourd'hui, Talon en train de lui-même chercher à créer des problèmes à lui-même ses propres partenaires quand on regarde la situation. Très bien. Mais le Béninois lambda, c'est entre eux, c'est le commentaire qu'il peut faire depuis son salon. Mais seulement que je voudrais... Et on va terminer pour que Daouda finisse. Je termine là. Élysée parlait tout à l'heure des différents, les proches qui, après, lorsqu'il y a une question de succession ou bien de La question de la virilité. trahison. Oui. Mais ça, c'est partout. Ce n'est pas qu'au Bénin. Il y a des exemples au Togo, en Côte d'Ivoire, peut-être même au Sénégal. Merci. Allons-y, allons-y. Allons-y. Le point de la succession. est tellement loin oui. que finalement, je me demande si j'aurai le temps de finir. Allons-y, même si vous Fais en deux ne secondes. terminez pas. Je peux pas. Non, Essaie. allons, Daouda, allons l'essentiel. quand même. D'accord, c'est bien. En fait, véritablement, ça pose le problème de la succession en Afrique. Et quand on vient au pouvoir, à un certain moment avant de partir, il faut pouvoir gérer comment est-ce qu'on va partir. L'après-pouvoir. L'après-pouvoir. Et qui on prépare? Ou c'est pas Que ce un soit point? qui on prépare, que ce soit qui on ne prépare pas, une chose est certaine, à un moment, il faut savoir partir. Moi, c'est ce que je tiens à dire, puisque déjà j'entends qu'il y a temps. Ce sera donc la conclusion de cette première partie. Quand on vient au pouvoir, il faut préparer un succès. Son successeur est un échec, vous le savez. Très bien. En deuxième partie, rappelez-vous, hier, nous devrions avoir au téléphone M. Das Sansan, porte-parole par intérim de la plateforme Agir pour le peuple. Ils ont été, en tout cas certains membres de cette plateforme, ont été condamnés à 16 mois de prison ferme. Le porte-parole sera là parce qu'une marche aurait été annoncée le 27, mais attention, il décline justement la tenue de cette marche. On en parle en seconde partie. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous. C'est la seconde partie de ce temps d'antenne. Et comme annoncé, nous recevons avec beaucoup de plaisir M. Dignité Das Sansan. Il est le porte-parole par intérim de la plateforme Agir pour le peuple, doctorant en biologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, président de l'organisation Mission des consciences citoyennes MICOSI. Merci d'être avec nous. Merci, madame. Hier, nous étions en ligne, enfin au téléphone, ensemble pour avoir justement le point de ce qui se passe avec votre organisation, puisque 16 de vos membres ont été arrêtés et condamnés à la prison ferme, justement par rapport à la marche du 13 septembre dernier. Justement. Cette marche avait-elle été autorisée, Monsieur Das Sansan? Merci pour l'occasion que vous nous donnez. Vous savez, il y a tellement d'émissions sur les chaînes. Je dis merci. Le Grand Talk qui pose des vrais débats. Et nous, c'est un plaisir pour nous d'échanger sur cette question pour que les uns et les autres puissent sortir de ce que nous avons appelé la confusion. La confusion, très bien. Expliquez-nous cette confusion. Première question, je reprends. Est-ce que votre marche du 13 septembre dernier avait-elle été autorisée? Je réponds oui. Je m'explique. Depuis le 29 mars de cette année 2024, nous avons des organisations de ce service se sont rencontrées pour poser la question des Ivoiriens. 4 grands éléments ont été mis à jour, notamment la question de la cherté de la vie, la question des déguerpissements, la question des crises électorales en Côte d'Ivoire et des élections en 2025, et enfin... Allez-y. Oui. Et puis la question de l'électricité qui a augmenté de 10% au niveau des factures. Nous avons écrit à la primature, nous avons écrit aux autorités de notre cher pays. Nous n'avons pas eu de réponse et nous avons dit que la société civile ivoirienne va sortir pacifiquement le 13 septembre si rien. Nous n'avons pas été contactés. Et donc, c'est seulement le 10 septembre, pour revenir à votre question, c'est le 10 septembre que nous avons été contactés par la gendarmerie de Cocody et après par la préfecture de police. Il était question, le porte-parole Armand Kripé aujourd'hui en prison, il était question pour ces autorités de comprendre la marche et de poser la question de l'encadrement et des itinéraires. Vous me suivez? Allez-y, je vous en prie. Et donc, après, puisque les choses ont été, les éléments de réponse ont été donnés, nous
avons organisé une conférence de presse le lendemain, c'est-à-dire le mardi 11, pour informer la communauté nationale et internationale comme nous sommes à 3 jours du 13, comme quoi la marche aura lieu et qu'elle sera encadrée par les autorités de notre pays. Ça, c'est la République, c'est la voie républicaine. Sauf que, et c'est peut-être là qui va être le problème, le jour de la marche, il y a eu des arrestations. Et il y a un circulaire dont moi j'ai pris connaissance exactement le jour de la marche qui nous dit. Qui viendrait de quelle structure? De la préfecture. Qui viendrait parce que de la préfecture. Et qui dit que la marche, de police? Bien sûr, n'est pas autorisée. Le même jour, c'est ce que vous dites? Oui. C'est ce jour que moi j'ai pris connaissance. Et je dis, quand j'ai répondu à la question que la marche était autorisée, simplement la démarche aurait été, madame, je suis à l'aise sur ce plateau pour que les uns et les autres comprennent. Si la marche avait été interdite, vous avez appelé le porte-parole Armand Kripé qui est venu avec une délégation de façon responsable. Vous les avez reçus. Si la marche après, vous estimez que la marche ne doit pas être autorisée, la démarche élégante, excusez-moi de l'expression, la démarche élégante aurait été de notifier aux organisateurs comme quoi la marche est interdite. Très bien. On a les faits. Daouda, question. Monsieur Dassanson, moi j'ai une question directe. Oui. Parce que il y a comme une dichotomie dans ce que vous dites ici et ce que vous avez dit ailleurs. Oui. Dans l'article chez nos confrères, vous avez dit que c'est le même jour que vous avez, le 11 que vous avez appris, vous avez vu la circulaire qui interdisait votre marche. Or, ici, vous dites que c'est le jour de la marche que vous avez reçu, la circulaire. Donc, finalement, précisez-nous le jour sur ce plateau, du jour où vous avez vu que la marche avait été interdite. Nous sommes dans une démarche, comme je le disais d'emblée, républicaine, qui respecte la République et ses valeurs. Union, discipline et travail. Nous sommes dans un état de droit. S'il est vrai que les autorités en charge de la sécurité ont décidé d'interdire la marche, pourquoi ne pas nous écrire? Nous avons effectivement appris. Ce n'est pas ça la question, monsieur. Je reviens, oui, pour répondre la question. C'est mieux d'aller directement à la question. N'allez pas trop loin. Oui. La question, c'est que chez nos confrères, vous dites que c'est la veille que vous avez, le 11 que vous avez appris, que l'article est là, hein, vous pouvez le lire avec moi. Tout à fait. Vous avez appris que la marche est interdite. Or, sur ce plateau... Ce que je dis, ce n'est pas en contradiction. Non, ce que je dis, ce n'est pas en contradiction. Je vous réponds. Permettez. Oui, elle est pertinente. Je veux que lui aussi comprenne. Si vous me permettez de placer un mot, vous allez comprendre. En réalité, je pense vous avoir tellement bien compris. Non, ce qu'on va faire, oui. il faudrait qu'on puisse s'écouter et aller directement en réponse. Il a posé une question claire. Il dit, selon l'article que nous avons, vous auriez annoncé le 11. Oui. Et sur ce plateau, vous venez de dire que c'est le même 13, le même jour que vous avez eu à apprendre que c'était... Qu'est-ce qui est juste? Je me suis trompé, c'est le 11 qui était juste. Non, je ne me suis pas trompé. Donc allez-y. Je vous dis, c'est le jour de la marche, j'ai pris connaissance du document attestant de l'interdiction de la marche. Nous avons appris le 11 que la marche est interdite. Alors, c'est pourquoi je parle de l'élégance. C'est pourquoi je parle de l'élégance. Si la marche est interdite, c'est le jour là où on doit nous écrire et nous donner. Nous sommes des gens responsables qui respectent notre pays et ses valeurs. Monsieur le porte-parole, oui. On a un point, on avance tout doucement. Allons-y. Vous avez donc appris le 11, vous auriez appris le 11 que la marche serait interdite. Par quelle voie, s'il vous plaît? C'est sur Facebook que nous avons appris, comme ça. On apprend. Et c'est ça, les gens... Oui, d'accord, mais qui a fait ce poste? Ça viendrait de quelle structure de l'État de Côte d'Ivoire? Ou ce sont des citoyens qui auraient dit? Vous savez, nous sommes sur un plateau. Et les choses doivent être claires pour que ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, tout à fait, allez-y. nous comprennent. Nous avons annoncé une marche. Oui. Nous avons entamé toutes les procédures nécessaires pour que la marche soit autorisée. Vous me suivez? Et quand on a quelques jours, 2 jours, 3 jours de la marche, c'est forcément normal qu'il y ait des informations, ça et là, qui sont à vérifier. Seulement que nous étions sereins. La Côte d'Ivoire est grande et les autorités, nous les respectons. Ils nous ont reçus le 10, vous comprenez? On ne nous a pas notifié que la marche est interdite. Donc nous attendons. On a le point. Herman, allez-y, question. Ma première question,
c'est qu'est-ce qui a filtré, c'est-à-dire qu'est-ce que, avec les autorités ivoiriennes qui vous ont reçu avant, 2 jours avant la marche, qu'est-ce qui a été dit? Est-ce qu'on vous a demandé de surseoir à votre marche, à votre manifestation, ou on vous a demandé comment est-ce que ça allait se produire? C'est la première question. La deuxième question, aujourd'hui, on sait bien que vous avez vos confrères qui ont été arrêtés, certains ont été condamnés. Quelle est la suite pour vous? Est-ce que vous allez trouver des voies et moyens pour vous faire entendre, ou bien vous allez prendre acte de la procédure engagée contre vos camarades? La première question, c'était? La première question, qu'est-ce qui a filtré sur le 11? Qu'est-ce qui a été dit? Vous savez, c'est ce qui est intéressant. La marche n'a pas été interdite le jour où on nous a reçus. On nous a dit de rentrer. Pour des compléments d'information, nous serons contactés. Et ça, c'était le 10. Je vous dis, c'était le 10. Très bien. Et donc, les choses... Parce que les autorités policières, vous comprenez, elles sont là pour encadrer une marche. Elles nous disent, revenez, partez. S'il y a un problème, on va vous contacter. Quand elle est autorisée, en tout cas. Ils vont nous contacter. Et c'est tout à fait normal. Ils ne nous ont pas contactés. Et voilà. Et ça a été le point de la défense de nos amis qui ont été arrêtés. La deuxième question. Oui. La deuxième question. Vous savez, quand un enfant est malade, quand un enfant a des problèmes, c'est par les pleurs qu'on sent. Vous comprenez? Et donc, c'est pourquoi nous avons fait toutes les communications nécessaires pour le 13. On ne nous a pas répondu. D'accord, mais là, la question est directe. Là, ils sont emprisonnés, condamnés même à la prison ferme. Voilà. Alors, la suite, nous avons annoncé une marche le 27. Le 18 octobre. 18 octobre, vous maintenez votre marche? Oui, nous maintenons notre marche, mais nous voulons souscrire la tenue de cette marche aux conditions auxquelles nous, et puis les autorités, parce que ce qu'on ne dit pas souvent, par quelle voie le peuple s'exprime. Non, d'accord, très bien. Donc on retient que vous avez en next step, vous prévoyez de faire encore une autre marche. Oui, et nous restons entièrement disponibles pour qu'avec les autorités, on crée les conditions pour que les Ivoiriens s'expriment. Mais pourquoi vous insistez tant à marcher? Herman Marius Romoé. Ah, mais c'est une bonne question. Oui, on termine rapidement. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, d'accord, rapidement. Allez-y, répondez à la question. Il me demande pourquoi nous insistons tant. Je vous dis, depuis le 29 mars, nous avons écrit aux autorités. Et là encore, actuellement, où je suis en train de parler, 29 mars 2024. Oui. Nous avons écrit aux autorités pour poser sur la table les 4 points de revendication. Maman, quand on est dans une famille, qu'il y a un problème, les enfants pleurent. C'est fort, ça. Oui, les enfants pleurent. Mais c'est pourquoi j'ai dit, maman, les enfants pleurent. On les écoute, non? Très bien. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Écoutons par contre maintenant Marius Komoé, lui qui... Voilà, allez-y Marius, votre point de question. Vraiment ravi de vous retrouver sur ce plateau. J'avoue que j'ai voulu bien comprendre les motivations profondes de cette volonté de débrayer, d'organisation de la société civile. Tu sais bien que dans notre vision des choses, c'est une certaine forme de solidarité dans l'action de la société civile. Mais là où le bas blesse chez moi, c'est que votre grève est projetée en fin d'année. Or, vous me dites, c'est depuis mars que vous négociez pour débrayer. Mais vous parlez de lutte contre l'augmentation de l'électricité. La vie chère. Mais vous savez très bien que l'augmentation de l'électricité, la première augmentation date de 2023, juillet 2023. La deuxième date du 1er janvier 2024. Et c'est en mars que vous débrayez. Je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, toutes les discussions ont été faites. Vous ne vous êtes pas signalé auprès du ministère en charge pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une telle initiative. Mais vous avez discuté justement avec le ministère. Bien entendu, nous étions à la table de discussion. Et puis, une telle marche qui prend en compte les questions de lutte contre la vie chère. Quelles sont les organisations de consommateurs que vous avez associées à votre initiative, puisque vous parlez de 78 associations d'organisations de la société civile? Votre question est tellement pertinente. Allez-y directement. Vos questions sont toujours pertinentes, soyez rassurés. Marius, je suis à l'aise. Merci beaucoup. Vous savez, ce qui est en train de se passer, c'est ce que je disais d'emblée. Dans ce genre de situation, on crée la confusion.
78 organisations se sont réunies pour signer un protocole d'accord sur 4 points. Vous savez, le 4e point, par exemple, c'est mon organisation qui a pu s'imposer pour qu'il soit... Donc 78 organisations, vous confirmez cela? Je le confirme. Je le confirme ici. On paraphait vos documents. Voilà. Protocole d'accord sur les 4 points. Tout n'est pas écrit là-dedans. Vous savez, nous avons un pays qui se respecte et avec qui nous devons faire les choses de façon responsable. Allons directement à la réponse de la question. Et donc, Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Il a parlé du La timing. première augmentation, Oui. Voilà. le 1er Revenez, janvier, Marius. en juillet 2023, deuxième augmentation de l'électricité, le 1er janvier, et vous débrayez en fin d'année 2024. il fallait que nous puissions fédérer, vous comprenez, de telle sorte que Fédérer qui? les organisations qui comprennent, qui sont d'accord avec... C'est pourquoi je parle, on a fait un travail de fond. Il fallait rencontrer ça et Mais là, ils les étaient organisations... déjà OK pour votre dispositif puisqu'ils ont signé, ils ont paraphé votre Oui, c'est document. pourquoi, depuis le 29 mars. Oui. Mais ça, c'est, si vous voulez, c'est la forme. La question de fond, elle est là. C'est quoi? La question C'est de quoi fond. la question de fond, La justement? question de fond. Les 4 points que nous avons posés, en aucun moment, je vous parle de la primature, en aucun moment, on nous a appelés pour dire, voici vous, qu'est-ce que vous voulez, comment, à quel niveau. On n'a pas eu. Je Et- vous laisse très juste bien. pour terminer. Et juste Est-ce que- un point, et puis on Quand on vous passe à parlez de vie Élysée. chère, Oui. la gestion de la vie chère en Côte d'Ivoire, c'est le ministère du Commerce. Oui. Est-ce que vous avez pu au moins demander une audience avec le ministre du Commerce? La question de la lutte contre l'électricité, la cherté de l'électricité, c'est le ministère de l'Énergie. Avez-vous adressé une correspondance ou bien demandé une audience au ministre en charge pour ne serait-ce que avoir les prémices des informations avant de débrayer? Mais ce que vous dites est tellement intéressant. Quand on écrit Répondez à de la façon primature, intéressante, oui. et puis vous nous demandez d'écrire à un autre ministère, la primature, c'est pas plus... Enfin, je veux dire que quand on écrit à la primature, vous pensez que c'est petit, qu'on n'a rien fait? Et si vous estimez que c'est petit, est-ce que ça peut justifier le silence? Ce que mon ce confrère que- veut ce qu'il dire, a c'est voulu qu'il y a dire, des ministres qui sont en charge de- voilà. Avant d'atteindre le Premier ministre. Il y a une procédure administrative. Même quand le courrier arrive c'est que à je la veux pas y primature, aller tout doucement, on tout doucement. ramènera Messieurs, dans les messieurs, différents messieurs, ministères. messieurs, C'est que je suis d'accord avec vous. Nous ne les avons pas écrits. savez bien. Nous avons écrit à la primature. C'est la question. Est-ce que vous voulez nous dire ici que vous avez appris, je dis n'importe quoi, que par exemple nous n'avons pas été appelés par la primature parce que nous n'aurions pas écrit au ministère concerné directement? Le débat de fond, il est là. Est-ce que les 4 points de revendication sont légitimes ou pas? Est-ce que vous avez Très répondu? bien, Herman, non, on va passer la parole à Élysée. Est-ce que vous avez répondu à la plateforme Agir pour le peuple pour les comprendre? Si ce n'est pas bon, on frustre, on jette. Mais bien. si le premier appel qu'on adresse les choses à Agir pour le peuple, c'est la préfecture et puis la gendarmerie, ça manque d'élégance. Très bien. Alors, avant de passer la parole à Élysée, est-ce que vous êtes légalement constitué en tant qu'association? Je veux faire sortir ma carte de... Très bien, c'est bon. Voilà. Élysée Boloube, question. Ma carte de président fondateur de mission. Non, légalement, le récipient. Tout doucement, messieurs, tout doucement. d'accord. Tout Est-ce doucement. que vous êtes reconnu par les institutions Tout de doucement. l'État RSI, comme étant des organisations de la société civile légalement Il va constituées? répondre rapidement et on passe à C'est Élysée. pourquoi je voulais faire sortir ma carte. Mais la et puis- carte n'est pas Et puis c'est que... un document qui atteste de votre constitution légale. Vous savez, la question, là, elle est tellement pertinente. Mais tout est pertinent chez nous. permettez que je vous... Et puis, Marius, quand c'est permettez bon, Je qu'il vous s'explique. explique la procédure. Quand vous créez une association, non, j'explique rapidement. Quand S'il vous vous créez plaît, une s'il vous plaît, association, Marius, je vous en attendez, prie. tout doucement, Laissez-le tout répondre à cette doucement, question. tout doucement. Laissez-le Permettons répondre à la question. à notre invité de répondre à la question. Monsieur, toutes les questions sont pertinentes, on ne va pas revenir là-dessus. Répondez directement à la question. Est-ce que vous avez le récépissé? Si vous n'avez pas, il était en train justement de vous expliquer comment le processus évolue pour avoir le récépissé à l'effet d'être outillé, légalement constitué pour être Non, mais nous n'avons pas de problème à ce niveau. Oui. Ah oui, je voulais vous le préciser. Des organisations de société civile qui s'assoient, ces organisations individuellement constituées légalement, pour utiliser son expression, Oui. et puis qui disent nous allons mettre ensemble une action. S'il y a un juriste qui dit que ça, c'est anticonstitutionnel. C'est l'action que vous appelez agir. en Oui, fait. mais justement. Élysée, question. Il y a un philosophe qui dit que c'est insensé de vouloir obtenir un résultat autre en faisant toujours la même chose. Là, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous projetez une marche pour le 18 octobre. Et visiblement, vous écoutez,
on sent que vous demeurez dans la démarche précédente. Qu'est-ce qui est prévu pour éviter, comme vous le dites, qu'on se retrouve dans une sorte de confusion future? Donnez-nous exactement la démarche entreprise en ce moment précis pour qu'on soit tous au même niveau d'information et que vous preniez l'opinion nationale et internationale à témoin de votre démarche. Merci. Vous savez, normalement, on devait relancer les marches pacifiques aujourd'hui même. Oui, c'était prévu aujourd'hui, le 27. Nous avons reporté au 18. Pour une question aussi, parce que il y a ce qu'on appelle le mea culpa. C'est-à-dire que tu te remets en cause à un certain niveau. Ce qui s'est passé avec les arrestations, des jugements, moi je respecte la justice, vous savez. Mais nous sommes maintenant dans une démarche pour prendre, comme pour utiliser son expression, l'opinion nationale et internationale à Faire les témoin. choses comme il faut. Aujourd'hui où je suis ici, nous sommes en train d'écrire aux autorités et même à la présidence pour qu'on ouvre le débat. Parce que la dernière démarche qui reste à un enfant, ce sont les pleurs. Mais quand on doit frapper un enfant parce qu'il pleure, c'est un abus de pouvoir. Très bien. Monsieur- Daouda, question. Monsieur Da, moi j'ai juste une question pertinente et j'attends une réponse pertinente. et Merci, directe. merci. Voilà. Pourquoi, selon vous, tous les partis politiques que vous avez tenté de joindre à votre cause, Oui. personne ne vous a suivi sauf le PPACI? Je voudrais vous rassurer. Le PPACI ne nous a pas suivis. Je réponds clairement à la question. Parce Le qu'il PPACI a ne dit- vous a pas suivi. Ne nous a pas Ça a suivis. été vu en tout cas dans certaines. Quelques semaines plus tôt, Agip avait tenté en vain de faire remonter ses doléances aux autorités et solliciter l'appui des principaux partis politiques d'opposition. Seul le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, de l'ex-président de Gbagbo, a officiellement réagi en dénonçant Est-ce que vous l'appel confirmez ces du points? pouvoir. Je vais répondre. Parce que les réponses binaires, oui, non, là, ça n'éclaircit pas les choses. Très bien, allez-y avec votre Vous comprenez? rythme. C'est quoi la réponse selon vous? La réponse dans notre démarche, nous la voulons responsable et méthodique. Très bien, allez-y. Nous avons écrit à tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, y compris le parti au pouvoir. Nous avons été reçus par des partis politiques. Lesquels? Nous avons été reçus par le PPACI, et ça je le dis ici, par le PDCI, par MGC, par COGEP et puis d'autres. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en substance? Nous les avons invités, d'accord, à nos grands... aussi ou non? Nous- Vous avez écrit vous n'avez pas écrit au RHDP. Vous avez reçu Merci, par le RHDP, Élisée. Non, je le dis ici, nous n'avons pas reçu. Mais nous, on les Mais a vous l'avez écrit? Nous les avons écrits. Ok, Nous d'accord. les avons C'est juste écrits. me- c'est juste me Notre rassurer. démarche ne souffre d'aucune ambiguïté. Très bien. Donc vous avez écrit à tous les partis, dont le RHDP. Oui. Le COGEP vous a reçu, le PPACI, le PDCI, le MGC. Oui. Quelle était la teneur des échanges rapidement? Il était question de les inviter à nos différentes conférences d'information sur le fait de venir. Est-ce que c'est ça soutenir? Si c'était le PPACI, pour utiliser votre expression, soutenir, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Suivi. Allez-y, oui, allons-y. Mais si nous étions soutenus par le PPACI, mais les choses n'auraient pas été telles qu'elles sont aujourd'hui. Parce que, en fait, Elles n'auraient pas été Les telles propos qu'elles que sont je viens passées de aujourd'hui citer- où on est en train de Monsieur parler. Da, les propos Aujourd'hui où on est en train de parler. Des jeunes organisations qui n'ont pas de moyens. On a nos amis qui sont arrêtés, qui sont en prison. C'est même difficile de leur envoyer quelque chose pour manger. Quand on est suivi par un grand parti comme le VPAC, on ne peut pas souffrir autant. Les gens veulent s'aimer la confusion dans la tête des Ivoiriens Très et moi, bien. je ne peux pas accepter ça. Très bien. Donc on retient selon vos propos que le texte du confrère, il y a des points erronés dans ce texte, dans l'article du confrère. Très bien. C'est une mauvaise interprétation. non, c'est pas moi qui ai C'est interprété, pas ce sont vos ces propos, propos, en fait, sont- qui ont été traduits, que j'ai en face de moi. Messieurs, Oui. on termine maintenant. Oui, allez-y. Notre pays est un pays de droit, vous l'avez dit, et est un pays de paix surtout en ces moments. Vous prévoyez une marche, mais vous rassurez le 18 octobre, mais vous rassurez que vous feriez donc tout les démarches. en fonction de ce que la législation ivoirienne demande. Si vous n'avez pas l'autorisation de la marche, est-ce que vous allez quand même enfreindre la loi? Moi, dans ce sens, je ne vais pas enfreindre la loi. Très bien. Je suis né dans un État qui se respecte. Vous comprenez? Ce que nous disons, qu'est-ce qu'il reste au peuple quand il se sent mal? Qu'est-ce qu'il lui reste? La table de Moi, je discussion, demande tout ça. assurément. Mais nous sommes en train... Je demande que
que les conditions légales nous soient ouvertes pour que la rue soit libérée. La marche est-elle la seule façon de s'exprimer? Nous avons écrit pour demander le débat. Très bien. Non, est-ce que vous pouvez pas faire un meeting dans un endroit clos? Il a répondu. Est-ce possible? On va terminer. En fait, les meetings même là, ce sont les moyens On va terminer. extrêmes. Nous demandons l'ouverture du débat sur le bien malaise compris. que vivent les Ivoiriens. Tout simplement. C'est bien compris, on vous a bien perçu. Merci d'être venu. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et puis je voudrais Éclairez nos profiter lanternes. pour vous Rapidement. saluer une fois de plus. Ce que vous faites ici à Live TV et puis au Grand Temps, c'est très important. Merci. Les gens disent du grand n'importe quoi du dehors quand il s'agit des marches en Côte d'Ivoire. La Très Côte bien, d'Ivoire est merci. grande et je voulais vous saluer. pour Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Monsieur Dignité d'Ascension, porte-parole par intérim de la plateforme Agir pour le peuple, doctorant en biologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, président de l'organisation Mission des consciences citoyennes. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Passez un excellent week-end. Nous vous invitons à partir justement à ces journées du chocolat et du cacao qui auront lieu donc au Parc des Expositions. C'est à partir de Demain samedi, 28 jusqu'au septembre. 30. Du 28 au 30, vous allez passer un bon temps, manger du cacao. Voilà. Et c'est ouvert au public, c'est gratuit. Voilà. Merci beaucoup. Excellent week-end à vous, Élisée, Herman, Daouda. Bon week-end. Et on se retrouve lundi par la grâce de Dieu. D'ici là, les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.